pense qu'on va commencer en... merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette session de formation sur les menaces qui pèsent sur la tortue marine et les alternatives qu'on peut proposer du coup par rapport à ces menaces. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Dean, la coordinatrice des projets de sensibilisation et de la vie associative à l'association Ulangana Nyamba. Ulangana Nyamba est une association pour la préservation de l'environnement marin et plus particulièrement des tortues marines. Aujourd'hui, on a notre directrice Jeanne Wagner qui sera en back-office. Elle s'occupera de recueillir toutes vos questions, toutes les questions que vous souhaitez poser pendant la présentation. Vous allez les poser dans l'outil Q&R et Jeanne va s'en occuper, va répondre et puis après, à la fin de la présentation, on posera aussi des questions en direct. Aujourd'hui, on a une invitée qui vient de la République du Congo. C'est Manon, donc je la laisse se présenter. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Manon, je travaille pour Renatura Congo, donc, qui est également une association de protection de la biodiversité et surtout des tortues. Et donc moi je travaille au poste de chargée de vie associative et de communication en volontariat donc depuis le mois de janvier. Oui, et donc en plus de Manon, on devrait avoir Alifa aussi en tant qu'invité aujourd'hui, mais je pense que avec un souci de connexion, on verra s'il pourra se joindre à nous encore durant la session ou pas, ou en cours de route. Je tiens juste à vous dire que Manon et Alifa, qui est... alors, Manon vient de Congo et Alifa, c'est notre île voisine à côté, à Itsamia. Ils vont nous témoigner de ce qui se passe dans leur structure. Donc, aujourd'hui, au programme, on va voir le périple de la tortue depuis son éclosion. Nous allons discuter des menaces d'origine humaine, le braconnage à Mayotte, les alternatives possibles et avec les témoignages de nos invités. Donc, pour un souci de connexion et pour préserver les bandes passantes, je vais éteindre ma connexion. Et aussi, comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la session, elle est enregistrée. Donc, lors des prises de parole, si vous souhaitez ne pas figurer dans l'enregistrement, je vous invite à éteindre votre caméra. Bébé tortue depuis son éclosion, en fait, regroupe toutes les menaces et avoir une chance de devenir adulte pour pouvoir se reproduire à son tour. Mais avant même cette éclosion, dès le stade œuf, les nids peuvent être détruits par des rats, des chiens, des braconniers, des pluies torrentielles ou par d'autres tortues femelles en train de creuser leur nid. Et ici, je tiens à préciser que la destruction par les braconniers et les chiens dont je parlais tout à l'heure ne figure pas parmi les menaces naturelles. Les premières heures de la vie d'une
À peine sortis de leur œuf et du sable, les jeunes tortues doivent se précipiter vers la mer pour échapper à leurs prédateurs. Les bébés peuvent être dévorés par des oiseaux marins comme les frégates, les crustacés comme les crabes, par des hérons. Et ce que l'on observe le plus fréquemment ici à Mayotte, ce sont les corbeaux-pies. Et une fois que bébé tortue réussit à traverser la plage et ayant réussi à joindre la mer, les prédateurs n'en finissent pas. Donc, il y a les poissons comme les mérous, les carangues ou les requins qui sont encore à l'affût des petites tortues nouvellement nées. Et quand on sait que les chances de survie d'un bébé tortue après l'éclosion sont seulement de 1%, on imagine les difficultés pour renouveler les populations. Les œufs et les bébés tortues sont en effet des proies faciles de bon nombre d'espèces prédatrices. On pense que c'est trop triste que ces tortues soient victimes de toute cette prédation, mais la nature est ainsi faite. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, on laisse la nature faire. C'est d'ailleurs pour ça que la femelle tortue pond une centaine d'œufs et c'est une stratégie de survie. La sélection naturelle permet ainsi la survie des individus qui arrivent à s'échapper de la prédation, c'est-à-dire ça fait des individus plus forts. Sur ces tortues marines. L'homme en est un responsable direct. La capture accidentelle, une des menaces qui pèsent sur les tortues marines. Et même si ce ne sont pas les tortues marines qui sont visées, elles se retrouvent bien souvent prises dans des dispositifs comme les filets dérivants, les palangres ou les filets droits. Il y a la WWF qui estime que chaque année, ce sont plusieurs milliers de tortues qui se retrouvent ainsi piégées et meurent dans ces captures accidentelles. Et même s'il est difficile d'obtenir des chiffres très précis, on estime que les captures accidentelles liées à la pêche constituent une menace très pesante sur les tortues marines. La plupart du temps, ces captures ne sont pas intentionnelles, mais malheureusement, dans de nombreux cas, elles sont fatales aux individus empêtrés dans les filets, les cordages, utilisés par les pêcheurs et les filets dérivants. Partout dans les chaluts, dans les hameçons, dans les filets de pêche. Et à Mayotte, la palongrotte est une technique de pêche traditionnelle la plus utilisée et qui est responsable de 73% des captures accidentelles. Une étude faite en 2008 a recensé que 111 à 256 tortues par an seraient victimes de captures involontaires. La pollution plastique. Les déchets plastiques rejetés en mer constituent également une menace sérieuse pour les tortues marines. La plupart se nourrissent de méduses, qu'elles confondent souvent avec un sac plastique dérivant. Et lorsqu'elles ingèrent ces sacs plastiques, elles peuvent mourir d'étouffement. Les filets de pêche laissés à la dérive, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont aussi dangereux puisqu'ils entravent les animaux marins.
en les empêchant de se nourrir, de nager ou de respirer. Les détritus sur les plages constituent des pièges pour les petites tortues et les empêchent de gagner la mer. Et la dégradation des habitats tant terrestres que marines est un danger important aussi pour la survie des tortues marines. En mer, la dégradation des habitats se caractérise principalement par la pollution et la dégradation des récifs coralliens et des herbiers. À Mayotte, l'envasement par l'altération de leurs habitats nourriciers. Ce phénomène est une conséquence des cultures surbrûlis du sol très pointu, comme on l'avait vu lors de la session Continuum Terre-Mer. Et ces cultures surbrûlis entraînent une érosion importante des terres arables lors des fortes pluies, ce qui entraîne l'envasement du lagon comme on avait vu auparavant. Sur Terre, la destruction de la végétation naturelle, les constructions et aménagements littoraux et la circulation des véhicules sur les plages favorisent l'érosion de la plage. La présence de lumière artificielle est source de désorientation pour les femelles en ponte. Du coup, on peut noter également que l'urbanisation des plages des pontes sont des menaces liées à l'homme. Les sites de nidification se réduisent de plus en plus avec la construction des routes et des habitations. La pollution lumineuse des sites de ponte représente une menace de lumière et qui utilise principalement cette lumière et aussi d'autres signaux visuels pour localiser la mer après leur émergence. La lumière artificielle au bord des plages sont donc des sources de perturbation car les bébés tortues sont désorientés. Avec le trafic maritime dans les eaux littorales, les risques de collision avec la tortue peuvent se produire quand elle est en surface en train de respirer. Ça, je ne sais pas si c'est trop fréquent, mais ça arrive. Et les tortues victimes de collision peuvent ne pas s'en remettre s'il n'y a pas de soins particuliers. Et ces soins particuliers n'existent pas. Les hélices de bateau ont un effet destructeur qui cause des blessures souvent mortelles. Et pour les sauver, il faut faire appel à un centre de soins pour la prise en charge de ces tortues qui ont généralement la carapace ouverte. La prédation des tortues marines par les chiens errants cible les œufs, les nouveau-nés et les femelles nidifiantes. La présence des chiens sur les plages constitue un dérangement pour les femelles qui viennent pondre. Et selon une étude en 2012, près d'une trentaine de femelles ont été recensées mortes suite à une morsure de chien. Et ça, depuis l'année 2002. Ça se passe à Mayotte. Et de septembre 2010 à août 2011, l'inspection d'une cinquantaine de plages mahoraises tous les 15 jours par les agents du conseil départemental a compté environ 149 nids détruits par les chiens. C'est pas rien. La chasse pour la viande, les œufs, la carapace des tortues marines
est la raison majeure du déclin drastique des populations. Est considéré comme braconnage tout acte portant atteinte directement à l'intégrité d'une tortue ou de ses œufs. Ça peut survenir en mer, sur la plage, sur les tortues échouées et sur les nouveau-nés aussi qui sont prélevés illégalement pour être élevés en captivité. Et le braconnage est un phénomène qui s'opère généralement assez discrètement du fait de son caractère illégal. À Mayotte, la principale menace qui pèse sur les tortues est le braconnage. Les chiffres démontrent qu'en 2012, 60% des causes de la mortalité des tortues, c'est le braconnage. Et avec les chiffres publiés tous les ans par le réseau d'échouage mahorais, on a pu recenser jusqu'à 350 cas de braconnage en une année. Ce qui est énorme, en fait, ça représente 10% des femelles qui viennent pondre sur les plages de Mayotte. Malgré le fait que la tortue marine soit une espèce protégée, cette pratique illégale persiste à cause des consommateurs qui continuent à acheter sa viande. Alors qu'il est interdit de toucher, de tuer, de transporter, de revendre, de consommer, parce que c'est une espèce protégée, on peut avoir jusqu'à 3 ans d'emprisonnement avec 150 000 € d'amende si l'on se fait prendre à faire cette pratique illégale. Concernant les variations mensuelles du nombre d'actes de braconnage, ce nombre apparaît lié au rythme de la fréquentation des plages de ponte par les tortues. Et c'est d'après une synthèse des chiffres du réseau REMAT. On voit sur cette figure que le braconnage est présent tout au long de l'année. Et aussi, les tortues viennent pondre tout au long de l'année aussi à Mayotte, ce qui est exceptionnel. Et on remarque un pic. Le pic de ponte se produit entre avril et août et qui correspond malheureusement à une augmentation de cas de braconnage aussi. Les plages concernées sont surtout les plages les plus isolées et difficiles d'accès. Les hauts lieux de braconnage se concentrent dans les 4 coins de l'île, avec des plages particulièrement affectées dans le sud. Il y a Charifou et Sazilé. Dans le nord, sur l'îlot de Mtamboro. Dans le nord-ouest, à Apundra et à Koua. Dans l'ouest, à Tsanganyamba. Et sur Petite Terre, à Papani. Il est quand même important de vous parler de la chélonitoxisme, qui est une intoxication chère des tortues marines. Et pour la zone sud-ouest de l'océan Indien, ce seraient des algues filamentaires qui sont responsables du chélonitoxisme. Ces algues se développent naturellement dans les eaux, mais avec l'augmentation de la température et de l'apport en nutriments par les rejets d'eau, c'est-à-dire notre et les toxines présentes dans ces algues sont ingérées par la tortue et s'accumulent dans sa chair. Et c'est cette chair qui est la partie consommée par l'homme et qui est à l'origine de l'intoxication
alimentaire. Donc là, on a des articles de presse pour le cas de Madagascar et pour le cas des Comores. Une petite diapo pour vous parler du réseau d'échouage maorais de mammifères marins et de tortues marines. En fait, l'association Oulangana Nyamba fait partie des membres fondateurs de ce réseau qui a vu le jour en 2010. Et le REMAT, ce réseau, a pour objectif de recenser les animaux morts, blessés, en détresse ou échoués afin d'augmenter les connaissances sur leurs menaces à l'échelle locale. Le réseau permet notamment de quantifier les tortues braconnées, d'où les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, et permet d'avoir aussi une visibilité sur le long terme des menaces pertinentes et surtout les menaces persistantes qui handicapent notre biodiversité. Cela permet aussi d'avoir des publications à destination de nos décideurs pour pouvoir ainsi prendre des dispositions adéquates. Donc, en parlant de dispositions adéquates, voici certains dispositifs qui sont mis en place à Mayotte. La surveillance des plages par les gardes du conseil départemental, la mise en place des aires marines protégées qui régissent plusieurs réglementations et toujours dans le but de la conservation des espèces protégées. Parlons maintenant des alternatives possibles que l'on peut proposer. Donc, à mon sens, développer des activités écotouristiques et solidaires, comme l'observation responsable des ponts de tortues avec les conditions respectueuses, des activités comme des randonnées palmées pour aller découvrir les tortues dans leur milieu naturel, tout ça pour mettre en valeur la tortue vivante, pour qu'elle devienne une fierté locale. Donc, à Mayotte, l'accroissement important du nombre de publics intéressés par les tortues marines témoigne de la capacité d'attraction de ces tortues auprès du public et des touristes en particulier. Les plages de Pointe de Moya et Sazilé accueillent respectivement 6 500 et 3 500 visiteurs de nuit par an, et le site de Ngouja, 45 000 visiteurs de jour par an. Et ces chiffres sont diffusés selon une étude menée en 2012. Et certainement, ces touristes, les touristes étrangers ne sont pas en masse, mais le secteur a le mérite de tourner avec des touristes résidents, ce qui est d'ailleurs favorable pour ces espèces protégées, car de cette manière, on évite les impacts du tourisme de masse. Développer une conscience environnementale et promouvoir le tourisme avec la communauté de base, voire un transfert de gestion, une gestion locale sécurisée, pourquoi pas. En fait, la responsabilisation de la communauté locale conduit à une prise de conscience, voire à un changement de comportement qui sans doute ne se produit pas du jour au lendemain, bien sûr, mais au fil du temps. Si on met cette population locale en avant, elle sera plus fière de ce patrimoine naturel que leur terre possède. Le principe d'un transfert de gestion est de déléguer cette responsabilité à une entité morale qui soit physiquement plus proche des ressources concernées afin d'agir à une échelle locale pour les responsabiliser, pour responsabiliser ces populations locales
pour qu'elle soit une source directe de gestion de l'espace. Donc, des projets qui appliquent des changements socio-économiques et environnementaux existent. Et cela fera d'ailleurs l'objet d'un de nos témoignages aujourd'hui pour vous démontrer que ça marche. Donc, il s'agit des projets de protection de la nature qui se basent sur des communautés locales pour la gestion et la valorisation des sites naturels ou des espèces phares à protéger. Puis, il y a aussi l'organisation d'événements ou de festivals qui met en avant ce patrimoine naturel et en même temps espèces emblématiques. Un événement ou un festival qui rallie la culture à la préservation des tortues marines à l'échelle locale et pourquoi pas voir à l'échelle régionale. En fait, toutes ces alternatives proposées rentrent dans le cadre d'une sensibilisation auprès de la population en impliquant cette population pour permettre une appropriation et une fierté locale. Donc voilà, je vais témoigner des pratiques qu'il y a aux Républiques du Congo. Bonjour, enfin rebonjour. Oui, on t'entend très bien. Du coup, donc, pour le cas de Renatura Congo, donc, nous sommes une ONG de protection de la biodiversité, comme je le disais, et axée sur les tortues marines. Depuis 15 ans ici au Congo. Et donc, nous avons 4 activités principales, donc développées autour du soutien à la société civile, autour de la lutte contre la pêche industrielle et le soin de la pêche artisanale, un pôle de sensibilisation et du coup les activités de terrain qui concernent en gros le suivi des libérations de capture accidentelle de tortues et le suivi des pontes. Et donc notre programme d'écotourisme se base en fait sur ces 2 activités que sont la libération des captures accidentelles et le suivi des pontes. Donc le programme il existe depuis 2009 maintenant, donc depuis un peu plus de 10 ans. Et en fait on a une offre qui tourne autour de trois possibilités, soit accompagner un de nos 2 agents de libération sur leur tournée, c'est-à-dire que tous les jours, ils se rendent dans les ports de pêche artisanale, ils vont au contact des pêcheurs et en fait, voilà, ils discutent avec eux, ils regardent si des tortues ont été capturées. Et si c'est le cas, ils procèdent du coup au bagage de la tortue, à sa mesure et il la relâche. Donc les touristes qui viennent au Congo peuvent accompagner nos 2 agents pour effectuer cette tournée. Ils peuvent également effectuer les tournées avec les agents de suivi des pontes. Et donc là, c'est soit sur une nuit, soit sur 2 jours. Et de même, en fait, ils accompagnent les agents qui surveillent les différentes zones de ponte et ils effectuent la ronde avec eux. Donc, c'est plus ou moins 10 km de marche pour les touristes, pendant laquelle ils auront peut-être la chance de voir une tortue pondre et ils pourront apprendre avec nos agents comment ça se passe, repérer les traces des tortues qui sont venues pondre sur les différentes plages. Donc, à savoir que nous, nos agents sont présents sur 170 km de côte, donc pour le suivi des pontes et pour les libérations du coup sur différents villages. Alors, vous ne connaissez pas forcément le Congo, mais en gros de Pointe-Noire où nous sommes situés jusqu'à la fin de la région. Et donc ce programme d'écotourisme, en fait, il est au bénéfice de 3 villages
Et il a été mis en place sous forme d'une caisse communautaire. Donc, c'est-à-dire qu'un pourcentage des bénéfices liés au tourisme est reversé à la caisse communautaire qui peut être ensuite utilisée par ces 3 villages pour réaliser différents projets. Donc, ça peut être de rénover une pompe pour avoir de l'eau potable, ça peut être la réfection de l'école, l'achat de matériel pour l'école. Voilà, c'est vraiment en fonction de leurs besoins. Et donc, ce programme en fait, d'écotourisme, il a été mis en place une fois que le braconnage a été stabilisé grâce à la sensibilisation, grâce donc, à l'action régulière de nos agents sur le terrain et grâce à un accord. Donc, en fait, le programme fonctionne de la suite. Les pêcheurs qui ont capturé une tortue se voient remettre des bobines de fil pour réparer leur filet une fois que la tortue est relâchée. Donc, ça les incite du coup à nous prévenir. Et maintenant, c'est quelque chose de très ancré. Et en fait, ce programme d'écotourisme a été mis en place vraiment comme un remerciement et comme un lien vraiment avec les communautés pour leur prouver que c'était important de préserver les tortues et que ça pouvait avoir un bénéfice pour eux et qu'en plus, ils n'avaient pas à subir, entre guillemets, les pertes et les coûts financiers que peuvent représenter la capture accidentelle d'une tortue. Donc là, nous, on les soutient sur la réparation de leur matériel. Et derrière, ça leur permet de se rendre compte que en fait, la tortue, c'est leur patrimoine, en fait. Et donc, le but vraiment de notre programme, c'était de maintenir ce lien avec les communautés et derrière de leur permettre de rendre compte que la tortue, c'est leur patrimoine et que grâce à ce patrimoine, ils peuvent mettre en œuvre des projets liés aux bénéfices de l'écotourisme. En fait. Et après, il y a aussi toute une action de et puis de la tortue, en fait, de toute cette biodiversité qui est présente ici au Congo. Après, pour vous donner quelques chiffres, donc nous, on a vraiment un petit programme d'écotourisme, mais on a en gros une cinquantaine de personnes qui viennent sur la saison des pontes, donc entre octobre et janvier. Et après, on a encore une cinquantaine qui viennent pour effectuer les libérations avec les agents. Donc, le programme de libération, cette année, il est un peu moins présent, puisque fort heureusement, il y a de moins en moins de tortues qui sont capturées pour venir effectuer cette patrouille. C'est bon pour moi. Ok. Merci beaucoup, Manon, pour ce témoignage. Alors, normalement, on doit voir Alifa de Itsamia qui devrait nous présenter aussi, qui devait nous témoigner de ce qui se passe sur notre île voisine. Et on l'excuse parce que je pense, je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Jeanne? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je t'entends. On Ok. t'entend très bien. Oui. J'ai un petit problème de micro. Si vous me laissez juste 2 minutes. En attendant, on va répondre peut-être à une question. On a eu une question pour Manon. Alors, la question, c'était donc posée de Najima Issoufou. Combien d'agents travaillent dans le projet Renatura et sous quelle forme se fait la sensibilisation de la population? Alors, donc, on a 2 agents de libération des captures accidentelles et ensuite, on a les agents qui sont présents sur les différents camps, plus d'une vingtaine, plus des agents qui sont en fait dans les villages et qui effectuent des rondes sur les plages qui en fait qui avoisinent le village. Et au niveau de la sensibilisation, donc qui est vraiment à destination principale des enfants,
donc avec 4 éducateurs qui se rendent dans les écoles de Pointe-Noire et du Pouilly, donc de la région, pour réaliser des activités de sensibilisation par rapport aux tortues, par rapport aux milieux marins, par rapport aux déchets. On organise également 2 festivals, donc un sur la biodiversité et un sur la mer, qui était vraiment à destination sur le festival de la mer pour les communautés locales de pêcheurs artisanaux. Et donc voilà, donc la sensibilisation, on a nos 4 éducateurs et différents événements, et on se sert également du coup des réseaux sociaux, du site internet pour sensibiliser là un public plus large, et ce programme également d'écotourisme qui est beaucoup à destination en fait on a une énorme communauté d'expatriés, notamment due à l'exploitation du pétrole ici. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'expatriés, surtout français, qui sont présents au Congo, et donc des gens qui viennent les voir. Et en fait, il y a toujours cet attrait pour les tortues, et c'est un moyen de sensibiliser, en plus de sensibiliser les communautés locales, de sensibiliser les gens qui vivent ici en tant qu'expatriés à toute cette biodiversité et à la nécessité de la protéger. Ok, merci. Donc, nous avons pas de nouvelles de Alifa Zouboudou, qui est donc secrétaire générale de l'association ADSEI de Moïli, donc du village de Itsamia. Donc, ce que je vous propose, vu que nous avons un partenariat renforcé avec cette association, ce que je vous propose, c'est que je présente cette association à sa place. Donc, en espérant que j'ai toutes les bonnes informations. Donc, je vais me baser sur le diaporama que Alifa Zouboudou nous avait laissé. Donc voilà, l'ADSEI, c'est l'association pour le développement socio-économique d'Itsamia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Itsamia, c'est un petit village côtier de Moïli qui accueille donc les plus grandes plages de pente de tortues marines de cette île. Donc c'est un site exceptionnel que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si vous êtes dans la région, et avec un village, un tout petit village où l'ensemble des villageois se sont décidés de protéger leurs tortues marines. Donc, comment ça a commencé? Donc, dans les années 80, donc, il y a des embarcations donc, apparemment qui venaient en juin, et qui commençaient à s'apercevoir qu'il y avait ce grand nombre de tortues sur la plage de Itsamia. Et donc, vous le saviez peut-être, mais géographiquement, Itsamia, qui est donc situé à l'est de Moïli, est très proche de l'île d'Anjouan. Donc, il y a eu énormément de massacres sur ces plages-là, avec des dizaines et des dizaines de tortues tuées. Et donc, à la base, la protection de ces plages et des tortues est partie du fait que les habitants du village de Itsamia ne souhaitaient plus avoir cette odeur des cadavres en décomposition, qui pourrait aussi créer des problèmes au niveau hygiène sur ces plages. Donc voilà, ils voulaient que ça s'arrête, et donc c'est le village même qui a décidé d'agir. Donc, il y a eu création d'une première association qui s'appelait Oulanga. Et ceci, c'était en 83. Donc, qui commençait donc à lutter contre ce phénomène de braconnage de tortues. Donc, l'association du développement socio-économique de Itsamia s'est créée en 81. Et donc, il y a les jeunes du village qui ont commencé à faire des patrouilles sur les plages et utiliser leurs embarcations pour également faire de la surveillance du milieu. Et donc voilà, à partir de là, donc, tout le village a commencé à s'impliquer dans la protection des tortues, et notamment la lutte contre le braconnage des tortues. Avec un événement assez marquant, c'était un atelier débat national donc à l'échelle des Comores pour la gestion des tortues marines en 97. Donc Dina, si tu peux changer de diapo. Donc voilà, juste donc actuellement ce qui se passe à Itsamia, c'est très intéressant, et pour moi c'est vraiment un exemple de la gestion communautaire
et donc de la gestion des tortues, de la protection des tortues marines sur décision de toute une communauté qui a décidé que les tortues n'étaient pas seulement là pour prélever illégalement de la viande, mais également pourraient être une ressource intéressante, notamment pour le développement de l'écotourisme. Donc, le village a commencé à s'apercevoir de cette autre valeur, de cette valeur alternative en fait des tortues marines. Et tout le monde s'est mobilisé autour d'un seul objectif, c'est développer l'écotourisme à Itsamia en protégeant les tortues. Donc en parallèle, il y a aussi le parc marin de Moélie qui est à la fois terrestre et marin qui s'est mis en place et qui a également donc aidé à développer, donc qui est aussi toujours basé sur le concept de gestion communautaire. Donc l'implication des communautés villageoises dans la gestion du territoire et de la protection de l'environnement marin et terrestre, et qui a donc aussi contribué à la lutte contre le braconnage des tortues et à développer des petits projets d'écotourisme. Donc aujourd'hui à Itsamia, nous avons une maison de la tortue qui est basée au niveau de la plage du village, qui permet de sensibiliser les enfants aux tortues et qui permet aussi un accès à Internet, ce qui est quelque chose d'assez intéressant dans ce petit village. Le village entier a été équipé de panneaux solaires dans le cadre d'un des projets de l'association ADSEI. Ils ont également monté un gîte d'écotourisme pour accueillir les touristes qui souhaitaient visiter le site. Donc, personnellement, j'ai fait cette expérience et effectivement, c'est tout simplement merveilleux. Depuis ce gîte, on peut se rendre en 2 minutes sur la plage du village où il y a des tortues qui pontent en toute tranquillité, ce qu'on ne voit plus à Mayotte, hein, la ponte des tortues sur une plage du village. Elle reste jusqu'au petit matin. Donc voilà, on voit même que le comportement des tortues est assez différent de celles qu'on peut voir à Mayotte. Elles ont beaucoup moins peur de l'humain, ce qui démontre bien cette colocation, on va dire, entre l'humain et les tortues sur ce village-là. Voilà, donc actuellement, la DSI continue à développer l'écotourisme et notamment via un événement qui s'appelle la Journée de la Tortue, mais qui est en fait devenu une semaine de la tortue et qui est reconnue aujourd'hui à l'échelle des Comores et même à l'échelle de la région, parce que tous les ans, donc les Moïliens accueillent donc ces festivités dans leur village et ils font venir des intervenants de toute la région pour fêter la tortue, donc avec des manifestations culturelles et des conférences de sensibilisation et des jeux, enfin des outils pédagogiques pour les enfants. Donc voilà, si tu veux peut-être changer de diapo. Donc voilà, l'écotourisme à Itsamia n'est pas uniquement focalisé sur les tortues, hein. Les villageois ont réussi à développer des circuits touristiques, que ce soit de la randonnée ou de la découverte des fonds marins en Palme Masque-Tuba. Donc aujourd'hui, ils proposent vraiment une offre assez large d'activités écotouristiques et tout ça ne peut qu'être maintenu grâce à la protection de leurs plages, grâce à la protection de ce patrimoine et qui est donc toujours aujourd'hui fait à l'initiative des villageois avec l'appui du parc national de Moélie. Donc il y a toujours des patrouilles sur ces plages par d'un côté les agents du parc, mais aussi de l'ensemble des bénévoles, des équipes bénévoles du village. Donc, ce qui démontre encore une fois très bien que quand la volonté vient de la population, souvent, cela permet de mettre en place une gestion beaucoup plus intéressante et d'avoir une motivation beaucoup plus prononcée pour la protection d'une espèce. Mais bien évidemment, cela doit également avoir on va dire, des avantages pour cette communauté, c'est-à-dire, on va dire, un retour sur investissement. Donc là, les Itsamiens ont bien compris qu'en protégeant leurs tortues,
ils pouvaient développer l'écotourisme avec donc une démonstration claire, parce que l'écotourisme a progressivement augmenté sur ces sites. Ok, merci Jeanne pour cette belle présentation de Itamia. J'espère que ça donnera envie à plein de gens d'aller découvrir ce site qui est vraiment très particulier et magnifique. Oui, donc du coup on passe aux questions. Pardon. Donc, nous avons eu pas mal de questions tout au long de la présentation qu'on pourra répondre. Donc, il y a Kazwini Bakar qui posait la question. Donc, je pense que c'était quand on parlait de la pêche. Il disait, je croyais que les tortues mangeaient que des plantes. Je pense que c'est par rapport à l'intoxication. De l'herbier, mais ça n'empêche pas qu'elle mange des algues aussi. Donc, et c'est dans ces algues qui contiennent la toxine chéloditoxine qui fait que sa chair accumule après un taux de biotoxine qui est responsable de l'intoxication alimentaire si on ingère, on consomme la chair contaminée. Donc, je ne sais pas si ça répond à peu près à la question. Je pense que la question, c'était surtout par rapport au fait que pourquoi est-ce que ces tortues mangent les appâts sans attraper en pêche accidentelle alors qu'elles mangent que des végétaux. Donc, en fait, sur ça, tout simplement, ouais. D'accord. Alors, il y a certaines tortues qui sont pas uniquement herbivores. Il y a certaines tortues qui sont carnivores, qui sont omnivores. Et après, les captures accidentelles, comme son nom l'indique, elles peuvent être là. Elles sont pas forcément visées par les appâts et tout ça, mais elles sont, elles, elles sont emmêlées dans les filets ou avec les fils de pêche. Ça représente des menaces pour elles. Donc, sur Mayotte, la plupart des tortues, des captures accidentelles que le réseau échouage a pu recenser, c'était, oui, effectivement, des emmêlements dans des engins de pêche, que ce soit filet ou fil, mais aussi des jeunes tortues vertes, donc qui sont encore carnivores, à l'état juvénile, qui ont mordu à des hameçons, tout simplement, donc sans que les pêcheurs voulaient les attraper. C'est pour ça, encore une fois, on parle de pêche accidentelle. Mais ils ont fini avec une jeune tortue verte sur l'hameçon. Et donc, le fait d'avoir cet hameçon coincé soit au niveau du bec, soit plus loin, soit même l'avalé, ça peut créer de graves problèmes d'infection si elle n'est pas traitée rapidement. Donc, il y a une autre question de Géry Liozu. Donc, combien de condamnations par an pour les braconniers? Oula, c'est une très bonne question. Donc en fait, ça dépendra des années, ça dépend des années. Hein. C'est pas, malheureusement, c'est pas régulier et on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus, mais avoir un braconnier en flagrant délit, c'est très compliqué, sachant que les moyens, les efforts ne sont pas encore à la hauteur de l'enjeu parce qu'il y a un fort manque de moyens humains qui peuvent intervenir. L'année passée, on était à 3-4 condamnations, il me semble. Et les années
Donc, c'était une année très, très bonne, on va dire, au niveau des condamnations. Les années précédentes, on en avait, on va dire, de 0 à 1 par an. Donc là, ces derniers temps, la thématique est prise un tout petit peu plus au sérieux, mais c'est encore largement insuffisant. Voilà. Donc, on a eu d'autres questions. Est-ce que Mayotte possède un centre de soins pour les animaux marins? Demande Kazwini Bakar. Alors, à l'heure actuelle, Mayotte ne possède pas encore de centre de soins. Et d'ailleurs, c'est l'un des gros projets que porte l'association Wulonga Nanyamba, dans la suite logique de toutes ces actions de recensement des animaux qui sont blessés, des animaux en détresse. Il faut un centre de soins qui doit être basé à Mayotte. Donc, actuellement, on est sur le projet. L'association est sur le projet de la construction d'un centre de soins ici à Mayotte. Et si tout se passe bien, ben, ce sera dans les prochaines années, Mayotte bénéficiera d'un centre de soins pour accueillir toutes ces tortues en détresse qui sont généralement capturées dans des filets des pêcheurs ou échouées sur les plages. Ok. Donc, il y a une autre question de Kazwini Bakar. Ici à Mayotte, combien y a-t-il d'espèces de tortues? Alors, à Mayotte, on peut, dans les eaux de Mayotte, on peut trouver 5 espèces de tortues parmi les 7 qui existent dans le monde. On a déjà recensé, on a déjà rencontré les 5 espèces dans les eaux de Mayotte, mais les plus fréquents, les espèces qui viennent pondre sur les plages de Mayotte, il y en a 2 espèces. Donc, c'est la tortue verte et la tortue imbriquée. D'accord. Donc, on a des questions concernant Itsamia et donc le gîte, les actions qu'il propose. Donc, je viens de vous envoyer le site internet de l'association ADSEI sur le Conversé, le petit outil de conversation. Donc, ce site internet est assez bien fait et assez complet et il vous permet de les contacter et éventuellement organiser des sorties avec eux. Donc, il y a une question de Yasseb Hamidi Abdallah. À Mayotte, le niveau de braconnage a-t-il diminué? Donc, alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, actuellement, nous ne savons pas dire si le braconnage a diminué. Bien qu'il existe un réseau aujourd'hui qui recense les cas de braconnage, qui est le réseau échouage, le REMAT, que Dina vous a présenté, on ne peut pas, vu que l'effort d'observation n'est pas constant, c'est-à-dire la collecte de données n'est pas constant et qu'il y a une partie des cas de braconnage que nous ne voyons pas parce qu'ils sont en gros, les braconniers essayent d'effacer leurs traces. Donc, ils vont soit enterrer les tortues dans le sable ou les traîner en arrière-plage, les couler dans le lagon. Donc, on ne trouve pas toujours tous les restes. Donc, on n'a vraiment qu'une petite partie de l'iceberg qu'on voit. Et ce qui nous permet pas de dire que le braconnage augmente ou diminue. De façon générale, il faut juste retenir que ça reste une problématique énorme. Donc, Wulonga Nanyamba, nous suivons une plage en particulier qui est la plage de Papani en Petite Terre et où il y a un suivi très régulier depuis 2 ans et on voit des carapaces à chaque suivi. Sauf quand il y a eu une condamnation d'un braconnier,
le braconnage a cessé pendant quelques mois. Donc, ce qui montre bien que seule la répression a vraiment des effets. Donc, malheureusement, le braconnage continue à faire beaucoup de pertes de tortues à Mayotte et il s'agit en permanence d'une situation urgente. Depuis la création de l'association Oulanga Nyamba il y a 20 ans, où elle a déjà été créée pour lutter contre le braconnage. Voilà, donc on a d'autres questions. Alors, Nadjima Issoufou demande quand a lieu la semaine de la tortue. Donc, la semaine de la tortue organisée par l'ADSEI à Moïli. Donc, normalement, elle a lieu en mai. Après, ça dépend du ramadan. Donc, l'année passée, par exemple, elle avait été décalée en août. Cette année a été décalée à cause du coronavirus. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore communiqué de nouvelles dates. Ils sont certainement en attente de voir l'évolution de la situation. Ce que je vous conseille, c'est de consulter régulièrement leur page ou leur site Facebook où ils communiquent régulièrement sur les actualités. Mais en général, c'est entre mai et septembre, on va dire. Donc, nous avons... Pardon, Dina, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Ok, nous avons encore des questions. Donc, depuis quand existe l'AMP, donc l'aire marine protégée de Mayotte? Avez-vous vu une réelle différence dans la préservation de la biodiversité avant et après sa création? Donc, je me permets de répondre. Oui, vas-y. D'accord. Donc, je suppose que vous parlez du parc naturel marin de Mayotte. Lui existe depuis 2011. Et est-ce qu'on a vu une réelle différence dans la préservation de la biodiversité avant et après sa création? Il faut énormément de temps pour voir une différence. Il faut des générations pour voir le comportement des gens changer. Et il faut aussi énormément de temps pour que cet outil soit reconnu par la population et pour qu'ils aient les moyens à la fois humains et matériels nécessaires pour lutter contre le braconnage et faire assez de sensibilisation. Donc, je pense que progressivement, on a quand même on voit quand même des résultats, même s'ils ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. Donc après, il faut aussi dire que le parc marin n'est pas la seule aire marine protégée de Mayotte. Il y en a d'autres au milieu marin. Par exemple, la Passonnes, qui est une réserve de pêche où la pêche est intégralement interdite. Et il y a d'autres réglementations qui s'appliquent sur cette zone. Il y a aussi les zones de Puju-Papani-Mouya, qui sont des zones protégées où on a par exemple l'interdiction d'accéder la nuit pour les plages de Puju, Papani et Moya 2. On a également les plages, le parc naturel de Sazilé qui existe. On en parle très peu, mais il existe. Il n'a malheureusement pas de gestionnaire. C'est un parc terrestre et marin dans lequel il y a également beaucoup de réglementations qui ne sont malheureusement pas appliquées ni suivies parce qu'il n'y a pas de gestionnaire. Il y a également la réserve nationale de Mbouzi qui est la seule. Non, maintenant elle n'est plus la seule réserve de Mayotte parce qu'il y a aussi la réserve forestière qui s'est rajoutée récemment et qui est donc également une zone protégée. Voilà, et il y en a encore quelques-unes d'autres, mais malheureusement, il n'y a pas réellement de gestion sur ces espaces, mis à part le parc naturel marin. Voilà, j'ai élargi un peu la question. Donc, il y a une autre question de Nadjima Issoufou. Les plages protégées le sont-elles aussi durant la nuit? Alors, les plages, notamment les plages de Pointe à Moya, sont surveillées par le garde du conseil départemental pendant la nuit. Donc, ils sont censés surveiller ces plages pour limiter les cas de braconnage.
Oui, malheureusement, la plage reste la plage de Moya reste la seule plage surveillée en permanence. Et sur les autres plages, il peut y avoir de la présence par les associations. Donc, actuellement, nous recensons 3 associations qui font des présences sur les plages. Donc, c'est l'association des naturalistes, c'est l'association de Moussamoudou, et puis c'est notre association Oulanga Nanyamba. Donc, il y a Mélissa Dumont qui nous incite à aider à développer le tourisme à Moélie. Donc, qu'il faudra tous y aller. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faudra aussi développer le tourisme à Mayotte. Donc, n'hésitez pas à participer aux activités écotouristiques qui ne sont pas encore très développées, mais qui vont certainement l'être de plus en plus dans le futur. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser, notamment pour Manon, qui est notre invitée et qui pourrait nous en dire plus par rapport à son projet au Congo? Je suis à votre écoute. Ou est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Vous n'avez qu'à lever la main et on va vous permettre on va vous donner une prise de parole. Oui, alors on a Kazuni Bakar qui souhaite parler. Là, j'ai activé. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis du Nord. OK. Oui, donc moi, je suis un agent de la police municipale. Je suis toujours intéressé par la protection des tortues. Mais comment, il fut un temps, je travaillais en tant qu'agent de conservatoire au conseil général. Et j'avais remarqué que sur le site de Apondra et Mtimbatu, j'ai remarqué que là-bas, il y avait pas mal aussi des braconnages. Alors que sur le milieu dont je travaillais avant, au sein du conseil général, je voyais que tous ces agents-là, ils y sont plus. Donc, moi, le jour d'aujourd'hui, je demande à ce que l'association, si eux, ils interviennent pas là-dessus, qu'on se fasse quand même quelque chose au moins pour pouvoir aller vérifier, faire s'il le faut de la dissuasion dans les, que ce soit dans la journée ou la nuit, parce que là-bas, c'est plutôt la nuit qui a plus de pontes. Vous m'entendez? Oui, on Oui. vous entend. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, effectivement, vous avez raison. Donc, les agents du conseil départemental qui, avant, faisaient donc des rondes sur une grande partie des plages de Mayotte, des plages de pente de Mayotte, ne se limitent aujourd'hui qu'aux plages de Charifou, en plus donc, de la présence sur Moya. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai comme dernières informations. Donc, actuellement, donc Oulanga Nanyamba, on essaye de faire des suivis réguliers au moins 2 jours sur d'autres plages de l'île qui sont connues comme être très braconnées. Nous avons récemment été à Pondra et il n'y avait pas de nouveaux cas à déplorer donc sur cette plage-là. Nous aussi, on était très étonnés parce que c'est une plage qui avant était effectivement très, très braconnée. Mais je pense qu'il faut effectivement pas baisser la garde. Et nous allons donc bientôt, donc dès que le confinement sera fini, nous allons lancer un réseau de bénévoles
sur l'ensemble de l'île pour justement essayer de faire des suivis un peu plus réguliers également sur les plages les plus braconnées de Grande Terre. Donc, votre contact sera très important et nous espérons du coup de vous compter parmi nos bénévoles ou partenaires pour ces suivis-là. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je souhaite intégrer le corps des associations pour la protection. Comment dois-je faire? Donc, alors pour adhérer à l'association Ulonga Nyamba, en tout cas, après pour chaque autre association, bah, ça sera certainement d'autres manières de faire. Mais ce que vous pouvez faire donc pour Ulonga Nyamba, c'est tout simplement adhérer à l'association et nous envoyant régulièrement. Donc ça compte aussi pour tous les autres. Je vais vous envoyer un lien donc converser où vous pouvez faire votre adhésion même en ligne. Vu qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile de se retrouver. Donc, l'adhésion peut être faite en ligne et plus tard, quand le confinement sera terminé, on pourra aussi la faire en présentiel en respectant les gestes barrières. Et par la suite, donc, l'association va envoyer donc, régulièrement, ce qui est déjà fait actuellement, un programme mensuel aux bénévoles pour participer au suivi qui ont lieu et aussi aux sorties d'observation des pontes, etc. Ok, merci alors. Merci à vous pour votre intervention. Ok, je vous en prie. Ok, il est 11 heures passées de 8 minutes. Je pense qu'on va terminer. Un grand merci à Manon. On a encore une petite question. Je ne sais pas si on peut la répondre. Ah, d'accord. Oui. Quelles sont les 3 autres tortues qu'on peut observer à Mayotte et qui ne pondent pas? Oui, en fait, j'ai déjà répondu en privé. Alors, les 3 autres tortues qu'on peut observer, en fait, on ne peut pas les observer vraiment comme on observe les tortues vertes et les tortues imbriquées, parce que soit elles sont au large, la tortue luth, la tortue kawan et la tortue olivâtre. Donc, on vous remercie à tous. Merci, un grand merci à Manon pour le temps qu'elle nous a accordé aujourd'hui. Et à vous, participants aussi. La session d'hier a été reportée pour le lundi 8 juin. Je vous ai tous fait un email.